Nous restons à une heure d'autorisation d'aller nous reposer. Je me réfugiai chez un boucher qui m'ouvrit une chambre pour mon argent. Cet homme était attaché à la maison du roi. Je ne sais plus en quelle qualité il se disait chaud patriote. Si j'avais voulu croire tout ce qu'il me dit des habitants du château et même de la reine, je n'aurais eu rien de mieux à faire qu'à me mêler aux séditieux. Je lui demandai froidement d'où il tenait toutes ces infamies. Ma question le déconcerta d'abord, puis il me répondit avec emportement ce que je vous dis est le bruit de tout Versailles. Cependant, si les Parisiens les enlèvent, nous voilà tous à l'aumône. Je lui tournai le dos et je m'endormis jusqu'à 6 heures, où les tambours battant le général me firent courir sur la place. Déjà le crime avait été consommé dans l'ombre. Les brigands étaient entrés, dit-on, par une porte secrète et faiblement gardée. Ils avaient tué les gardes du corps qui la défendaient et poursuivi la reine jusqu'à dans son lit, d'où elle n'avait eu que le temps de se sauver chez le roi. J'avoue que dans ce moment de surprise et d'indignation, je me joignis à quelques-uns de mes camarades pour accuser hautement le marquis de Lafayette. Nous étions venus, d'après son invitation, pour protéger la famille royale et l'assurer l'ordre public. Comment nous rendons spectateurs des crimes affreux? Comment ne nous a-t-on pas employés? Pouvait-on douter de notre dévouement? Certes, ceci mieux que nous étions, la moitié ou moins était suffisante pour défendre le château. Et ce n'était pas cette canaille mal armée, fatiguée par la route et par l'ivresse, que nous honorait imposé, mais il n'était plus temps. Les victimes étaient immolées, et celles qui d'abord avaient été désignées étaient poussées jus hors de leur éteinte. Les gardes du corps étaient barricadés autour de l'appartement du roi. Leur résistance avait découragé les assassins et donné le temps au général Lafayette d'arriver. Il prit tous les militaires qui lui tomberont sous la main. Et les brigands rempliront la queue de marbre en faisant retentir l'air de leurs cris sauvages. Je suis resté longtemps indécis sur l'opinion que je devais avoir de sa conduite pendant cette nuit funeste. Tous les détails du procès qui étaient intentés peu de temps après contre beaucoup de gens qui n'étaient peut-être pas coupables ne m'avions point satisfait. J'ai su la vérité plus tard, et Madame de Staël l'a dit dans ses mémoires. Tout le malheur vient de la haine qu'on portait au marquis de Lafayette. De cette opinion stupide qu'on avait encore que la famille royale était sacrée pour la multitude desquels nous aurait la regarder en face, et surtout de cette présomption niaise de la noblesse qui voulait conserver le privilège de défendre seul son souverain. Monsieur de Lafayette avait offert avec chaleur de faire garder le château par des troupes fidèles. Je l'ai dit avec confiance, il avait amené avec lui tout ce qui, dans la garde nationale, avait de l'âme, du courage et de dévouement pour le roi. Mais il fut refusé froidement avec ironie. Malgré ce refus et les insultes dont on l'avait accompagné, il ne s'abandonna pas à une sécurité criminelle. Il visita le poste et se montra partout jusqu'à minuit. Tout à l'heure était tranquille. Les hommes de la populace étaient répandus partout et endormis. À 2 heures du matin, les plus profonds silences régnaient dans les cours, sur les grandes places et dans les rues de la ville. Et rien n'annonçait les crimes de la nuit. L'éruption dans le château a eu lieu un peu avant la pointe de jour.
Toutes les dispositions établissant qu'il est pris concentré par une des portes de communication qui était ouverte. Les infortunés gardes du corps qui la défendaient ont fait le devoir, puisqu'ils ont été tués à leur poste. Mais pourquoi cette porte ouverte? Surtout si près de l'appartement de la reine. Le château est d'une étendue immense. Les gardes du corps n'étant pas assez nombreux pour le protéger efficacement. Pourquoi donc non pas fermer toutes les issues? Enfin, pourquoi ne voir pas augmenter la garde? Tout ce qui était dévoué, comment 10 000 épées n'ont-elles pas été tirées au moment de l'attaque par cette noblesse si brillante en parole et qui n'a jamais su défendre son roi? Qu'elle regrette avec des plaintes si amères. L'émigration n'avait point encore commencé. Il y avait à Paris, à Versailles et dans les environs plus de 20 000 gentilshommes dévoués d'honneur et d'intérêt au soutien du trône et à la vie du monarque. Cependant, Louis XVI fut abandonné par eux dans sa journée, annoncée depuis longtemps, combiné publiquement, disant-il, dont le but était assuré dans le massacre de la famille royale. Je n'ai pas fini avec cette noblesse. Et je la retrouverai encore à d'autres époques plus honteuses pour elle. La populace pressée dans la cour de marbre et vagabonde dans toutes les parties extérieures du château recommença à exprimer sa volonté par le hurlement effroyable. À Paris, feront les premiers cris. On leur promit leur prêt, et bientôt les cris ordonneront l'apparition de l'infortunée famille sur le balcon. La reine se présenta accompagnée de ses enfants, mais des menaces le forceront à les éloigner. Je m'étais glissée dans la foule. Et puis, la première fois, j'ai vu cette infortunée princesse. Elle était vêtue de blanc, la tête découverte et ornée de beaux cheveux blonds. Immobile et dans une attitude modeste et noble, elle me semblait une victime soulage. Le malheur dont toute sa majesté ne toucha pas le furieux. Les malédictions redoubleront, et l'infortuné ne peut même trouver un appui dans son époux. Quand la présence du roi ne fit qu'ajouter à la rage qui possédait toute cette multitude. Enfin, les préparatifs du départ ne pèseront plus que les protestations, et vers midi, cet effroyable cortège s'est mis en marche. On ne verra plus, j'espère, un tel spectacle. Je me suis demandé souvent comment la capitale du peuple si célèbre par-dessus et l'éloquence de ses mœurs. Comment la prion vide de Paris pouvait renfermer la horde sauvage que j'ai vue ce jour-là et qui a dominé si longtemps. Quand on parle que Paris, on ne trouve pas, même dans les classes les plus grossières et les plus malheureuses, aucun trait, ce me semble, qui peigne la férocité et les plus viles passions dans leur hideuse énergie. Cette passion altérant-elle les traits au point de leur ôter la physionomie humaine? Ou bien l'effroi qu'inspire les criminels fait-il l'illusion au point de n'y plus voir que les masques de la bête féroce? Tous ces furieux dansant dans la boue et couverts de fanges enterreront la voiture du roi, les groupes qui le procédèrent portant au bout des longues piques les têtes cinglantes et échevelées des gardes du corps, égorgés le matin. L'enfer seul peut avoir imaginé de placer aux têtes humaines au bout d'une lance. Ses traits défigurés et pâles, les cheveux épars, tout dégoûtants, des sangs, cette bouche entrouverte, ses yeux fermés, image de la mort et ce mouvement, les salutations que les bourreaux leur imprimeront, horrible ironie de la vie, présentant les spectacles les plus épouvantables que la rage a jamais pu inventer.
Un troupeau de femmes, laides comme le crime, n'importe où comme des insectes, parcourant la foule en hurlant. Les chants, des chants barbares, et les gardes du corps coiffés de bonnets de grenadiers étaient embrassés, et insultés par ces furies. Ce fut après 8 heures de ce supplice que la famille royale arriva à la place de grève un peu montée à l'hôtel de ville, première station de la longue agonie, qui devait se terminer quelques années plus tard par un horrible supplice. Ainsi finit cette journée du 6 octobre, dans laquelle on ne sait ce que l'on doit le plus déplorer. Ou de l'imprévoyante faiblesse du roi, ou de la terrible nécessité que força les représentants d'une grande nation à fouler aux pieds ce qu'il y a de plus sacré, les droits de l'humanité et la majesté du trône pour accomplir ses grands desseins.